En manchette ce soir, hausse du nombre de faillites dans la région. 23 entreprises ont mis la clé sous la porte cette année. On vient de pogner une coche et là, on le sent. Je m'attends à ce que ça continue quand même d'augmenter un petit peu. Immersion avec nos députés fédéraux sur la colline parlementaire. C'est une journée qui est typique puis qui ne l'est pas. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Et le commandant Robert Pichet de passage à Val-d'Or pour la prévention du suicide. Il faut que les hommes parlent de leur prévention, de leurs émotions. Des fois, c'est dur de parler d'une émotion, comme j'ai dit dans la conférence. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été tenus en haleine de nombreuses heures à Rapidanseur alors qu'une dame désorganisée s'est barricadée dans sa résidence hier vers 17h30. Un périmètre de sécurité a été érigé aux alentours et le groupe tactique d'intervention a été appelé à se rendre sur les lieux afin que la situation ne prenne pas plus d'ampleur. Après plusieurs approches infructueuses avec la dame, c'est vers 13h cet après-midi que les policiers ont réussi à pénétrer à l'intérieur de sa demeure et ont procédé à son arrestation. Aucune personne n'a été blessée. La dame a été transportée au centre hospitalier et devra comparaître devant le tribunal puisque son dossier a été soumis au DPCP. Et on reste dans les faits divers puisque l'identité de l'homme décédé après que son véhicule ait percuté un cap de roche sur la route 111 à Tressesson le 29 octobre dernier est désormais connu. Il s'agit de Samuel Bergeron, 23 ans, de Macamic. L'homme était resté pris dans sa voiture incendiée. La Sûreté du Québec mentionne que la fatigue pourrait avoir joué un rôle dans l'accident. Évidemment, nos pensées accompagnent les proches de la victime. En économie, 2023 a été une année plutôt difficile pour les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue sur le plan des faillites. Et Alexandre, le gouvernement canadien a dévoilé récemment les données du nombre de faillites dans la région. Absolument. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, jusqu'à maintenant cette année, c'est 23 entreprises de la région qui ont déclaré faillite, dont 11 seulement au dernier trimestre, soit de juillet à septembre. À titre de comparaison, l'an dernier, le nombre total de faillites commerciales pour l'année s'élevait à 17. La hausse est toutefois à prendre avec un grain de sel. Si on compare aux chiffres pré-pandémiques, on est présentement en dessous de ces chiffres, donc moins de faillites des entreprises et de faillites personnelles, soit dit en passant. Il y a évidemment plusieurs causes qui peuvent expliquer la hausse, mais selon le syndic autorisé en insolvabilité, Pierre-Paul Lacasse, les entreprises peinent surtout à rembourser leurs dettes. On peut l'écouter. On vient de pogner une coche et là, on le sent. Je m'attends à ce que ça continue quand même d'augmenter un petit peu. On intervient souvent, c'est les gens qui sont rentables au niveau opérationnel, donc les revenus moins les dépenses, mais ils ne deviennent pas rentables si on prend le fardeau de la dette, parce que les entreprises sont trop endettées. Donc, il y a aussi tous les prêts gouvernementaux. Hein. Ça a mis une pression. Oui, ça l'a aidé certaines entreprises, mais ça a mis une pression aussi là, à ce moment-ci de l'année là, sur le remboursement de ces prêts-là. Alors, c'est clair que ça peut avoir un impact. On vient de l'entendre, le gouvernement avait octroyé des prêts de 60 000 $ aux entreprises au plus fort de la pandémie. Mais Alexandre, le remboursement de cette somme jouerait maintenant un rôle dans la hausse des faillites. Oui, c'est ce que semblent dire les intervenants. Et le gouvernement refuse pour le moment de prolonger l'échéance de ce prêt qui est dû avant la fin de l'année. Selon les intervenants rencontrés, prolonger l'échéance du prêt ne ferait que retarder le problème sans le régler véritablement. Le vrai problème se situerait plutôt au niveau de la gestion des finances des entreprises. La majorité des entreprises, le problème principal, le 80 % je dirais, des entreprises qui déposent un bilan chez nous, c'est la gestion financière, le problème. 60 % des faillites au Canada étant au Québec. Dans le cadre de la pandémie, on a adopté des habitudes d'achat en ligne qui n'aidaient pas beaucoup nos commerces locaux. Si on n'en veut pas davantage des faillites, il faut penser d'abord local pour faire nos courses. Quant à eux, le taux de faillite personnelle demeure pour le moment sous celui avant la pandémie. On parle d'autour de 600 dossiers pour les 12 derniers mois pour la région, mais encore là, les intervenants du milieu s'attendent à voir ce nombre augmenter dans les prochaines années. Merci Alexandre. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous inquiet par le nombre grandissant d'entreprises qui font faillite dans la région? Vous avez répondu oui à 80 %.
Dans le monde communautaire et social, l'accueil d'Amos annonce par voie de communiqué une rupture importante de leur service. Le service d'hébergement d'urgence va être disponible une semaine sur 2 à partir du 16 novembre. Pour le dépannage alimentaire, une rupture de service est prévue dès le 30 novembre prochain. En plus de ça, si d'autres employés quittent, il se peut que l'organisation devance les dates. La rupture est en raison du manque de bras. La situation est particulièrement criante depuis 2 ans. En politique fédérale, les députés de l'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé, siègent à la Chambre des communes d'Ottawa depuis maintenant 2019. Chaque semaine, ils font la route de Rouyn-Noranda et Val-d'Or vers la capitale nationale. Vincent Tremblay nous amène dans les coulisses d'une journée typique avec nos élus. La journée commence à peine et déjà Sébastien Lemire est au téléphone. Il prépare avec son équipe ses différentes présences en chambre et en comité. En avant-midi seulement, il participe à un comité en huis clos. Il rencontre le maire et le directeur général de la Force au Témiscamingue et livre un discours à la Chambre des communes. C'est une journée qui est typique puis qui ne l'est pas. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Moi, j'accueille aussi souvent beaucoup de rencontres, des différents lobbies comme porte-parole de l'industrie, soit de l'entrepreneuriat ou des sports. Donc, des gens qui veulent faire valoir leur point de vue. Il y a souvent aussi des cocktails, des rencontres aussi qui permettent à ces industries-là de faire valoir aussi leurs différentes revendications. Selon ses propres mots, Sébastien Lemire ne pourrait y arriver seul. Il a une équipe à Ottawa et Rouyn-Noranda qui s'occupe de faciliter ses tâches de député. Oui, il y a des adjoints qui sont ici sur la colline, mais pour un discours comme celui sur C34, bien, moi, je souhaite toujours, ma structure dans les discours, c'est qu'il y ait une partie importante qui va toucher l'Abitibi-Témiscamingue, l'impact que ce projet de loi-là peut avoir sur notre économie en Abitibi-Témiscamingue. Aussi, mes responsabilités de porte-parole de l'industrie, des sports, de l'entrepreneuriat, s'assurer que ça soit intégré dans ce que je vais mettre de l'avant, plutôt que de réciter un canevas et des lignes directrices d'un parti politique. C'est important qu'elles soient nommées, mais moi, je veux vraiment que ça soit attaché à mes priorités régionales. Dans une journée, le député d'Abitibi-Témiscamingue passe d'un édifice à un autre sur la colline parlementaire. Il avoue qu'avec ses différentes interventions et présences dans les comités, il a l'impression de faire avancer des dossiers pour l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai beaucoup plus d'impact que je pensais ici à Ottawa, particulièrement par les travaux que je suis capable de faire en comité pour faire la différence puis de mettre l'Abitibi-Témiscamingue sur la carte, comme on dit à Ottawa, parce qu'elle est facile à cause de l'éloignement. Là, on considère que Gatineau, c'est une zone rurale pour Ottawa. Là. Fait comment qu'on met les enjeux de l'Abitibi-Témiscamingue de l'avant, bien, j'ai le sentiment d'être à la bonne place, notamment au comité de l'industrie et de la technologie, mais par les nombreuses interventions que je fais en chambre parce que mes dossiers sont transversales. La députée Sylvie Bérubé n'était pas disponible pour participer à notre reportage. Son horaire était calculé au quart de tour. Elle a passé la journée à siéger en chambre pour ensuite se diriger vers la période de questions. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Ottawa. Sur un autre sujet, l'ancien commandant de bord Robert Piché était de passage à Val-d'Or hier soir pour une conférence sur la prévention du suicide. Il a notamment profité pour raconter son histoire. Yoann Carrière l'a rencontré. Apprendre aux hommes à vulgariser leurs émotions, c'est l'un des points qu'a voulu mettre de l'avant le commandant Robert Piché lors d'une conférence sur la prévention du suicide mercredi soir. M. Piché a déjà lui-même songé à s'enlever la vie et considère justement que c'est parfois un surplus d'émotions qui peut être au cœur des difficultés mentales des hommes. Il faut que les hommes parlent de leur prévention, de leurs émotions. Puis des fois, c'est dur de parler d'une émotion, comme j'ai dit dans la conférence. Tu ne sais même pas que c'est une émotion que tu es en train de vivre, puis tu ne sais pas quel mot mettre dessus, puis tu ne sais pas à qui en parler. Fait que c'est bien compliqué. Puis c'est là que c'est important d'en parler, par contre, d'aller chercher de l'aide, parler à des professionnels. Puis eux vont te définir c'est quoi que tu vis, puis ils vont te donner les outils pour pouvoir t'en sortir. La directrice générale du Centre de prévention du suicide de la Vallée de l'Or, Hélène Blais, insiste sur l'importance d'offrir du soutien aux hommes qui traversent des périodes sombres. Elle indique d'ailleurs que ce sont majoritairement des hommes qui s'enlèvent la vie en Abitibi-Témiscamingue. C'est pour ça qu'une conférence comme ça, qu'un homme vient parler de ses émotions, parler de sa peur, parler de ses craintes, qu'est-ce qu'il a vécu. Parce que oui, il l'a mentionné, il a eu peur de mourir. Et il a eu, lui aussi, avec tout ça, des idées suicidaires par la suite. Mais il a été chercher de l'aide. Et aujourd'hui, il est fier de transmettre ce message-là. Ayant été confronté à une possibilité de mort à plusieurs reprises durant sa vie, Robert Piché trace un parallèle entre la situation qu'il a vécue à bord du vol 236 et une personne qui songe à mettre fin à ses jours. Il y a un bon parallèle à faire avec le suicide parce que les gens, quand ils arrivent au bout, puis ils ne voient plus d'autres solutions que ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres problèmes, ils n'ont pas d'autres solutions. Puis avant d'arriver là, bien, il y a des professionnels qui sont habitués de te parler, de te faire parler, de te faire dire ce qui ne va pas, puis ils vont te donner une boîte à outils. Hélène Blais rappelle que ce sont 7 centres de prévention du suicide qui sont ouverts à travers l'Abitibi-Témiscamingue, en plus de la ligne besoin d'aide 24/7.
Elle mentionne que tous les services disponibles en région peuvent répondre à tous les besoins des personnes qui pourraient en avoir besoin. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Évidemment, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Dans le dossier de la qualité de l'air maintenant, du 16 mars au 15 septembre dernier, la fonderie Horn a enregistré une moyenne de 56,5 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air à la station légale Halte SP1. Et bien que les données représentent 19 fois la norme québécoise d'émission d'arsenic, Glencore se dit satisfait des résultats qui, selon l'entreprise, suivent la tendance à la baisse prévue dans leur modélisation. D'ici la fin de l'année, Glencore vise une concentration d'arsenic dans l'air ambiant de 65 nanogrammes par mètre cube. D'ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda tenait ce midi un dîner-conférence sur le projet de modernisation et de réduction des émissions polluantes de la fonderie Horn à Iris. Le directeur responsable du développement technique et des projets stratégiques pour Glencore en Amérique du Nord et des Philippines, Guillaume Dion, a présenté les grandes lignes ainsi que l'historique du projet. Plusieurs entrepreneurs susceptibles de collaborer de près ou de loin au chantier étaient présents sur place. Ce projet-là, le projet d'ampleur, on parle de plus de 500 millions de dollars d'investissement, doit se faire avec nos partenaires dans le milieu, maximiser les retombées dans le milieu, faire le meilleur usage possible du talent régional en même temps. On vous en parlait hier du guide d'accompagnement socio-judiciaire des membres des Premières Nations et des Inuits, un nouvel outil qui semble être bien accueilli par les communautés autochtones de la région. Explication, de Kémilia Laliberté. Je trouve vraiment ça bien que le CAVAC s'adapte à notre culture. C'est ce qu'on a vraiment besoin pour nos membres de la communauté. Tendre la main aux personnes autochtones, c'est ce que souhaite faire le CAVAC avec son nouveau guide d'accompagnement socio-judiciaire. C'est un outil qui va permettre de soutenir les personnes autochtones tout au long d'un processus judiciaire. Pour Kathleen Dufour, directrice générale du CAVAC de l'Outaouais, les victimes autochtones doivent pouvoir se sentir en sécurité lorsqu'elles doivent témoigner dans une cause devant la cour criminelle. Au sein des CAVAC, nous avons des intervenants autochtones aussi qui nous aident, qui sont une source d'inspiration importante. Et les personnes victimes elles-mêmes, on sent comment c'est vraiment difficile pour elles de faire confiance au système de justice. Donc nous, là, établir la relation de confiance, là, c'est primordial, et leur offrir un accompagnement culturellement sécurisant, qu'elles se sentent comprises dans leurs besoins. C'est comme ça qu'on voit qu'on est en mesure de les amener à avoir confiance, de pouvoir être entendus. C'est une mesure qui s'inscrit dans une démarche de rapprochement entre le réseau et ses membres autochtones. Différents membres des Premières Nations ont d'ailleurs collaboré au développement du guide. Anne-Frédérique Perron, avocate au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, salue l'effort du CAVAC d'offrir un soutien mieux adapté culturellement aux membres des Premières Nations et Inuits. On sent des fois qu'il y a vraiment une réticence auprès des victimes autochtones à porter plainte. Des fois, elles ne sont pas certaines de vouloir entamer le processus judiciaire qui est parfois complexe, qu'elles ne comprennent pas tout le temps. Et des fois même, elles préfèrent, je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, mais elles préfèrent ne pas porter plainte à travers le système de justice. On sent aussi dans l'annonce qui a été faite hier vraiment une volonté d'adapter les services et de les rendre sécurisants culturellement, qui est une approche qu'on favorise grandement au Centre d'amitié. Donc, c'est clair qu'on pense que c'est un guide qui a beaucoup de potentiel pour aider les victimes autochtones, surtout en milieu urbain, puisque c'est la clientèle principale avec laquelle on travaille. Le réseau des CAVAC détient des centres un peu partout dans la région, y compris dans certaines communautés autochtones. D'ailleurs, un nouveau centre ouvrira ses portes prochainement dans la communauté de Picogan. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. En éducation, l'école La Source à Rouyn-Noranda met en garde contre les défis sur la plateforme TikTok. La direction affirme intervenir auprès des élèves sur des situations préoccupantes depuis quelques semaines, notamment contre les défis Jeux de la virgule et Treat Me Like Whitey. Elle souligne que ces comportements sont très intimidants pour l'élève qui en est victime, mais aussi pour les enseignants. L'école assure être à l'affût et va réprimander sévèrement si cela se reproduit.
Toujours en éducation, c'était la première semaine de travail en tant que nouvelle directrice générale du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda pour Anne-Frédérique Carcenti. Elle veut mettre beaucoup d'emphase sur la réussite scolaire. Elle souhaite donc que le taux de diplomation soit plus élevé et espère que chaque élève puisse développer leur potentiel et aspirations selon leur niveau. Tout ce qui est l'insertion professionnelle dans un contexte de pénurie, c'est sûr que nous, on veut bien accueillir nos employés, on veut qu'ils restent, on veut qu'ils demeurent. Un autre morceau qu'on veut, c'est revaloriser l'éducation au centre de la communauté. On est quand même le 3e plus gros employeur. Un milieu éducatif, on veut que ce soit un milieu qui rayonne. En Abitibi-Ouest, la ville de La Sarre a adopté hier son programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Ce programme d'un montant de près de 10 millions de dollars va permettre de planifier les investissements en infrastructures et en équipements. L'an prochain, la ville compte réserver un peu plus de 4,4 millions de dollars pour des projets touchant à l'environnement et aux infrastructures souterraines. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est demain que commence la 5e édition de l'événement 15-2. L'événement va se dérouler au complexe culturel Marcel Monette de Val-d'Or. Plus de détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est le 30 octobre dernier qu'a eu lieu à Rouyn-Noranda l'ouverture officielle de la crèmerie Les Délices du Cuivre. L'entreprise située sur la rue Gambel-Ouest dans les mêmes locaux que la poutinerie du Cuivre offre une variété de crèmes glacées et de pâtisseries, et ce, 12 mois par année. Ce projet a permis la création de 4 emplois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, les passionnés de jeux se donnent rendez-vous dans les prochains jours à Val-d'Or pour un événement très attendu. Et je vous le dis tout de suite, Mélissa, on va avoir du gros plaisir. C'est demain que commence la 5e édition de 15-2 événement jeux qui va se dérouler au complexe culturel Marcel Monette de Val-d'Or. Pendant 3 jours, on a des joueurs passionnés qui seront sur place pour toute la durée des festivités. Patrick Sénécal sera au programme à titre de porte-parole, c'est pas rien. Pour une séance de signature, on a l'organisation qui se dit être très fébrile de recevoir les gens en grand nombre pour les activités qui sont gratuites, à l'exception de quelques services. Services de cantine et de boissons, en fait, c'est les seules choses qui sont payantes. Si vous avez envie de rester plus longtemps, puis vous nourrir, mettre sur pause votre partie, puis recommencer. C'est un beau lieu de découverte, d'échange. On peut même venir si on est seul, si on n'a pas d'amis qui souhaitent nous accompagner ce soir-là. Il y a toujours quelqu'un qui cherche un joueur pour compléter une partie. On peut trouver de très grands joueurs expérimentés, mais on peut être débutant aussi. Donc, même si notre seule expérience de jeu se limite à Jour de paye ou Monopoly, ben, on va y trouver son compte quand même ce week-end. Et Stéphanie, le grand coup d'envoi est lancé aujourd'hui avec la première édition du festival local de Rouyn-Noranda. Oui, l'événement met en lumière les talents d'ici, c'est-à-dire les talents de Rouyn-Noranda à la scène Paramount. Vous avez jusqu'à dimanche pour pouvoir profiter d'une programmation avec des artistes et un public 100% local. Cathy Gauthier, Zach Zoya, Boncartier font partie des 80 noms sur l'affiche à prendre part aux festivités. Ce soir, dès 20h, Syncope va être là. On a également le groupe Malfaisant qui vont laisser place par la suite au party DJ. Et demain, en Formule 5 à 7, les frères Étienne et Jean-Christophe Lessard qui ont très hâte de nous livrer leur musique. Un petit côté feu de camp, petit côté cabaret, on a monté le show comme ça, là. Des fois, ça va arracher un peu plus. Ça va être une belle vague, je dirais. Oui, exactement. Puis c'est ça, on va chacun, on va être avec nos guitares acoustiques. Et là, on présente un show avec des tunes d'un et de l'autre. Ça va être trippant. Venez faire votre tour au Paramount. Un beau vendredi, ça commence bien la soirée. Un petit verre à la main, là. Ouais, c'est party. Ça.
Elles sont-tu beaux rien qu'un peu? Hein? Moi, je n'en reviens pas à chaque fois que je les vois. Et pour terminer, je vous rappelle qu'il y a également le groupe Max Moton formé de Frank Gay, Kevin Taylor et Jeff Garneau qui feront partie de la programmation. On se donne rendez-vous demain, 20h, pour découvrir leur musique rock à saveur humoristique. Ils seront en compagnie des groupes Syndrome, Nive et On des Jeunes. Et c'est certain que vous ne pourrez pas rester assis sur votre chaise, ça c'est sûr, avec l'énergie contagieuse du groupe. Venez vous faire du fun. Je pense que c'est une place pour découvrir des artistes locaux. C'est ça le but du festival. C'est souvent de faire bouger les gens. Fait que si vous voulez venir danser, il y en a de tout pour tous les goûts. C'est ça. On venait faire du fun. Vous ne regretterez pas. Ça va tout changer dans votre vie. Les Huskies de Rouyn-Noranda brillent une nouvelle fois dans une autre victoire. Ils jouaient contre les Remparts de Québec hier soir. On vous dévoile le score après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda brillent dans une victoire de 4-1 contre les Remparts hier soir à Québec. Et malgré un but en milieu de première période des Remparts, la meute a marqué 4 filets sans riposte. Les hommes de Martin Dagenet ont tiré 51 fois sur le gardien adverse contre 16 pour les Remparts. Le prochain match des Huskies sera présenté ce vendredi à Rimouski face à l'Océanique. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on va devoir redoubler de prudence sur les routes. Oui, on a déjà plusieurs accrochages mineurs qui ont été signalés, Mélissa. Donc, soyez patients si vous prenez la route. Ce soir et cette nuit, c'est de la neige pour l'ensemble des secteurs. On parle de 2 à 4 cm pour l'Abitibi. Minimum de moins 3 degrés. Au Témiscamingue, on ajoute de la pluie avec un minimum de moins 2. Demain, on attend des averses de neige en Abitibi, cessant en mi-journée, maximum de moins 1. Au Témiscamingue, c'est des nuages avec moins 1 également. Et un aperçu pour samedi, c'est sous les nuages que ça va se passer avec un minimum de moins 2 degrés au nord et au sud. On s'habille chaudement et on prend notre temps si vous avez à faire des déplacements. Ça, c'est sûr. Merci, Stéphanie. Je fais une petite mise à jour concernant la vie d'ébullition dans le quartier Évin à Rouyn-Noranda. La ville prévoit de lever la vie au cours de la journée de samedi. N'oubliez pas qu'on est aussi sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue pour voir ou revoir les reportages si vous voulez, mais aussi les bulletins de nouvelles. Sur ce, comme le disait Stéphanie, faites attention sur les routes. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve demain.